L'émission Enjeux de société est une production de la télé du Rocher-Percé. Il y a de ça 10 ans, il n'y avait pas autant de maraîchage. Et c'est le niveau 3 où on juge que quelqu'un est en mesure de bien évoluer dans le milieu, dans la société qui est la nôtre. Mais si on faisait un bilan des 15 dernières années de l'argent que Facebook et Google ont amassé sur le dos, entre guillemets, des publications. Ça recule d'il y a 20 ans à peu près. C'était un village là, par année qui fermait en Gaspésie. Donc. On le sait, le Canada a pour objectif d'être carboneutre à l'horizon 2050. Donc nous, on va monter des projets avec les pêcheurs. De faire un compost maison de qualité, c'est très possible. Quand les finances personnelles sont bien gérées, que le magasinage en soi paraît au budget et est bien déterminé, c'est un outil qui peut être très, très utile. Dans cette entrevue, Marc Baer et Gaëtan Lelièvre examinent l'impact des récentes élections américaines sous plusieurs angles, en s'attardant particulièrement à la polarisation de la couverture médiatique au Québec. Ensemble, ils discutent de la façon dont les médias québécois influencent la perception du public sur Donald Trump et ses politiques, et de l'impact potentiel de son approche protectionniste sur l'économie de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Écoute, on pourrait se faire un pâté, pas forcément non plus d'être très très long, mais prendre un peu de temps juste pour parler, parce que je trouvais ça quand même assez important ce qui se passe au niveau, pour nos voisins du Sud quand même, à ces élections avec Trump. Puis je voulais quand même avoir ton avis, ton opinion, parce que moi, personnellement, je suis pas américain, mais tu sais, c'est dur des fois de se positionner selon les programmes parce qu'on est moins renseigné. Oui. Mais je constate quand même qu'il y a une couverture médiatique qui a l'air d'être très polarisée. Je ne sais pas si c'est ton avis à toi aussi. Oui. Et alors qu'on constate quand même qu'il y a une certaine démocratie quand même qui se passe dans le Sud. Il y a quelqu'un qui a été élu, il a gagné des votes populaires, tout ça. Et je me demandais si c'était légitime selon toi cette façon de couvrir dans le fond le fait que Trump ait gagné. Ben oui, pour ce qui est de la couverture médiatique, effectivement, quand on regarde puis on écoute les nouvelles, il n'y a pas grand journalistes ou commentateurs qui sont pro-Trump, hein? C'est clair. Maintenant, moi aussi, je me demandais est-ce qu'on devrait tenter d'avoir peut-être plus d'informations, disons, objectives, parce que quand on regarde le portrait, c'est très, très négatif. Est-ce que Trump mérite un traitement aussi négatif? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais la question se pose, parce qu'effectivement, il y a très peu d'éléments positifs là, qui sont ressortis, puis il reste quand même, comme tu l'as mentionné, que les Américains se sont prononcés. La démocratie s'est exprimée, puis c'est lui qui a été élu. Donc, si on regarde le traitement médiatique, surtout au Québec, au Canada en général, euh, on ne voit pas beaucoup d'éléments positifs là, par rapport à la vision, le programme de Trump, alors que il y a une majorité d'Américains et d'Américaines qui l'ont quand même choisi. Donc, on peut se poser la question pour quelles raisons. Si de ce côté-ci, ça paraît tellement terne, le portrait, comment se fait-il qu'aux États-Unis, ils ont pris une décision quand même qui est tout autre, là? Oui, parce que j'ai fait une expérience un peu différente par rapport à d'autres élections. J'ai suivi, tu sais, on pouvait suivre les élections minute par minute dans les médias, on va dire plus traditionnels, mainstream, versus aller sur les réseaux sociaux. Puis on voyait effectivement qu'il y avait l'information était très différente des fois ce qui était donné d'un côté que de l'autre. Et je me questionnais sur est-ce que l'information, la façon de recevoir l'information est en train de changer? J'imagine que oui, avec toutes les technologies, la rapidité de l'information. Alors, je ne peux pas que pour citer X, mais d'autres aussi, où on pouvait recevoir je parlais de polarisation tout à l'heure, mais c'était des fois d'un extrême à l'autre, on pouvait recevoir d'informations très, très contrastées. Toi, tu vois comment ça, le traitement de l'information aujourd'hui? Tout est très rapide, c'est clair. Moi, ce que je constate, c'est qu'on a beaucoup moins d'analyse en profondeur de différents sujets d'actualité, puis on a plutôt changé, je dirais, le caractère de l'information se transforme beaucoup, puis
On l'a transformé de sorte qu'aujourd'hui, c'est l'instantanéité, c'est la rapidité avec laquelle chaque média va sortir la nouvelle le plus rapidement. Mais quand on travaille vite, on travaille pas toujours bien, hein. On fait ce qu'on peut avec les moyens et les délais que nous avons, mais souvent on se rend compte qu'il n'est pas rare de voir même des nouvelles qui doivent être corrigées, amendées dans les minutes ou les heures qui suivent, là. Tellement on veut être rapide, être le premier ou la première station à sortir l'information, quitte à ce que des fois on doive rectifier le tir en cours de route. Ça, on le constate de plus en plus. Puis les analyses, comme je le disais tantôt, sont de moins en moins en profondeur. Tu sais, je me souviens, il y a une époque où on pouvait lire un éditorialiste dans un média quelconque, puis on pouvait avoir 2 pages de journal là, sur un thème en particulier. Donc là, on avait vraiment une analyse en profondeur. Aujourd'hui, on retrouve très peu, sinon pas ce type d'analyse-là. C'est plutôt des commentateurs et c'est très, très léger. On va prendre un aspect, on va le survoler, mais souvent, on manque le contexte global du dossier. On a une dimension du dossier qui est traitée, mais prendre l'ensemble de la question puis le traiter demande plus de temps, plus de connaissances, puis on dirait qu'on a un peu plus de difficulté à avoir ce type d'information-là aujourd'hui. Alors maintenant, pour faire une connexion vraiment plus locale à cet impact qui va être peut-être ainsi international, je pense il va y en avoir aussi des répercussions. Le fait de changer d'idées politiques, par exemple, et je pense souvent à cette politique qui est assez protectionniste de Donald Trump, comme je sais qu'il a parlé de mettre une taxe sur l'importation, qui pour stimuler, je comprends, l'économie américaine, mais j'imagine qu'il pourrait y avoir un impact sur l'économie de la Gaspésie, parce que nous, on envoie du bois là-bas, on envoie des homards, on envoie du stock. Comment toi, tu vois la possible répercussion là, de cette, par exemple, de cette loi possible-là? Ben, à ce niveau-là, je te dirais que c'est la question du protectionniste américain, c'est un des éléments où les médias ont admis que finalement, que ce soit les républicains ou les démocrates, ça changerait très peu de choses. À ce niveau-là, Donald Trump a moins été mis à la potence là, que dans d'autres domaines. Puis effectivement, il y a des mesures, des sanctions économiques qui ont été prises là, tant par les démocrates que les républicains au fil des dernières années, des dernières décennies face au Canada puis face à d'autres pays. Moi, ça m'inquiète pas trop ce bout-là, parce que je crois que Donald Trump va se rendre compte rapidement qu'il va avoir un choix à faire. S'il veut vraiment augmenter les mesures de protection de l'économie américaine, augmenter les tarifs douaniers, ben, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? C'est sûr qu'il va peut-être avoir moins d'exportations de la part des autres pays vers les États-Unis. Mais s'il y a moins d'exportations, s'il y a moins de compétition, c'est quoi la conséquence? C'est qu'on se dirige vers souvent un marché quasi monopolistique. Dans un contexte de monopole, qui paye souvent? Ben, c'est le consommateur. Parce que s'il y a moins de compétition, ben, c'est clair que les prix vont augmenter. Ça, c'est la loi du marché. L'autre élément, c'est que si on augmente les tarifs douaniers, puis on laisse des produits canadiens, par exemple, se rendre aux États-Unis, ben, si on met une augmentation tarifaire de 10%, ce 10%-là, il y a quelqu'un qui va payer pour. Ça va être encore là le consommateur américain. Fait que je pense que Donald Trump va devoir à un moment donné euh, faire un choix, prendre une décision, trouver une situation d'équilibre entre protéger les entreprises, les emplois américains et protéger aussi le pouvoir d'achat des consommateurs. Parce qu'une grande partie de l'électorat qui a élu Donald Trump, c'est la classe moyenne, c'est la classe ouvrière, c'est ceux qui finalement étaient mécontents face à l'augmentation là, faramineuse des coûts, du coût de la vie aux États-Unis. À titre d'exemple, je disais dans un média récemment que le lait maternisé, par exemple, a augmenté de 100% dans les 4 dernières années. Ben, est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus nécessaire, plus vital que le lait maternisé pour les enfants? Je pense que il n'y a pas grand-chose, hein, de plus nécessaire que ça. Puis si ça a augmenté de 100% en 4 ans, imagine le reste. Donc, quand on entend que la classe moyenne, la classe ouvrière, les moins bien nantis sont vraiment mécontents de la forte inflation qu'on retrouve aux États-Unis depuis les dernières années,
ben, il va falloir que Donald Trump soit conséquent. C'est beau de protéger les emplois, là, mais aussi il faut protéger le pouvoir d'achat de la classe moyenne. Puis ça, c'est un engagement qu'il a pris. Donc, on va voir comment il va se positionner. C'est sûr que Donald Trump va sûrement faire quelques grands coups d'éclat dès son arrivée. Dans les premiers jours, là, il y a un carnet de commandes là, de décisions qui vont être lourdes de conséquences. Maintenant, ça va être lesquelles, on verra. Mais je pense qu'il pourra pas là, livrer tout ce qui s'est engagé, comme malheureusement souvent c'est le cas dans plusieurs, par rapport à plusieurs chefs d'État. Est-ce que ça pourrait aider, des fois, je dis, un tel type de décision qui se fait par les voisins à l'extérieur peut amener le Canada, des fois, à se repositionner, à réviser sa propre économie elle-même? Sûrement, sûrement. Euh, c'est clair parce que on est bon, le Canada, le Québec et le Canada ont les États-Unis comme principal acheteur. Hein. C'est nos plus grandes nos exportations dans les domaines les plus stratégiques là sont orientées vers les États-Unis. Donc on n'a pas le choix de s'ajuster en fonction des politiques commerciales des États-Unis, c'est inévitable. Puis je pense que déjà, bon, le gouvernement Trudeau nous dit qu'il est prêt, qu'il envisageait les différents scénarios. On va voir jusqu'à quel point il est prêt. Ça va sûrement se définir là, dans les prochaines semaines. Déjà, les négociations sont commencées là, avec avec l'équipe du nouveau président américain. Donc, on verra jusqu'à quel point le Canada pourra tirer son épingle du jeu. Mais c'est clair que ça va avoir un impact. Ça va avoir nous, ici, en Gaspésie, on parle beaucoup de l'exportation des produits de la pêche. Bon, le bois d'œuvre aussi. Mais la pêche, quand on parle de la pêche au homard, entre autres, on voit des chiffres là qui nous parlent de 70% dans certaines années du homard québécois, donc le homard gaspésien, qui est exporté vers les États-Unis. Donc ça, c'est un élément qui va être important de surveiller parce que c'est majeur quand même au niveau de l'économie de plusieurs MRC là, de la région de la Gaspésie, notamment Rocher-Percé. Donc ça va être un élément là qui sûrement va être appelé à être je dirais, surveillé de près par tout ce qui est association, organismes manufacturiers, etc. Mais c'est clair que ça va être à suivre, mais moi, je suis convaincu euh, que même malgré le discours de Donald Trump, je pense pas qu'il y a lieu de s'inquiéter à outrance, là. Tu sais, l'équilibre, ça va dans les deux sens. Hein. L'équilibre, puis le marché, c'est l'économie, ça va dans les deux sens. Il y a des secteurs où, oui, on a besoin des États-Unis, mais les États-Unis ont besoin beaucoup du Canada et du Québec, notamment pour les ressources naturelles, pour les minéraux stratégiques qui sont de plus en plus en demande. Donc, il y a la quantité, mais il y a aussi la spécificité puis la rareté de certains produits que nous avons ici au Québec et au Canada, qui fait en sorte qu'on a aussi, je pense, là, des cartes maîtresses dans notre manche. Il y a la question du budget relié à l'armement. Tu parlais tantôt, est-ce qu'il va y avoir des impacts sur bon, le Canada à certains volets particuliers? Moi, je pense que la question de l'armement, tu sais, c'est un débat qui, depuis longtemps, là, on l'entend, la fameuse question du 2% du PIB. Normalement, chaque pays qui est dans l'OTAN devrait investir 2% de son PIB en termes d'armement. Nous, au Canada, on est à 1,37, 1,4. Donc, il en manque beaucoup. C'est plusieurs milliards, là. Le 0,5% qui nous manque, ça représente plusieurs milliards. Donc, ça, j'ai l'impression que Trump, là-dessus, va être assez radical. Il l'a dit à plusieurs reprises. Il a même dit, bon, écoutez, si jamais vous avez besoin d'être défendu, si vous faites pas votre effort, moi, je serai pas là pour compenser. Quand on regarde toute la guerre froide, tout ce qui se passe avec la Russie, qui est nos voisins, le Canada est entre la Russie et les États-Unis. Donc, je crois qu'on a intérêt là à faire un effort dans ce sens-là. Puis ça va sûrement être un des éléments, à mon avis, un des premiers éléments que Trump va invoquer par rapport au Canada. D'autant plus que l'armée, pas l'armée, mais l'armement est un secteur névralgique de l'économie américaine. Il fut un temps où il y avait 40% de l'économie américaine qui était basée sur l'armement. Donc, si on demande au pays, un pays comme le Canada, d'augmenter son armement, ben, il y a des bonnes chances qu'on aille consommer, acheter aux États-Unis. Donc, un double avantage pour les États-Unis, d'abord d'avoir un pays voisin qui va être mieux armé pour se défendre et pour protéger son territoire.
et en même temps, possiblement des retombées économiques dans l'industrie de l'armement aux États-Unis. Donc, ça, c'est un des éléments qui ressort souvent dans les différentes analyses là, au plan économique et politique, là. Fait que ça va être à surveiller. Puis, je pense que personne va être surpris parce que même sous le règne de Joe Biden, le fait que le Canada n'investissait pas assez dans son armement a souvent été soulevé dans les dernières années. Moi, j'avais quand même remarqué beaucoup, je pense que c'est la première fois que je suis autant en détail une élection américaine, et j'étais quand même frappé par ce que j'avançais au début, un peu ces discours opposés, parce que il y a des médias qui vont, oui, alors on peut les qualifier comme pro-Trump, ou des médias, alors je sais pas si c'est anti-Trump du coup, parce que c'est tellement Oui, des discours diabolisants même presque. exact. On traite le bonhomme de fasciste. En France, on l'a comparé à Adolf Hitler. Et je me dis, mais pourtant, quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, quand on voit le vote populaire, le vote du Congrès, le vote du Sénat, je me dis, bah, il y a des gens qui voudraient qu'il y ait certaines choses, et il y a des besoins qui sont pas comblés. On sent que les gens ont moi, je voyais ça, un fort goût de changement, quelque chose de très différent. Je sais pas si tu ressentais la même chose. Absolument, je suis d'accord avec toi à 100%. Je crois que les gens n'ont pas nécessairement voté pour Donald Trump. Les gens ont voté pour quelqu'un qui veut changer le système. Est-ce qu'il va réussir à le faire? On verra. Mais ça aurait été Monsieur X ou Madame Y qui se serait présenté pour les républicains avec un discours aussi de fort changement. Je pense qu'il y a des bonnes chances aussi que les républicains auraient été élus. Peut-être même quelqu'un de plus modéré, avec un discours axé beaucoup sur le changement, aurait peut-être eu un score encore meilleur. Parce que faut pas se le cacher avec toute la couverture médiatique, puis tout, quand même, faut être honnête, là, faut se dire que tout le profil, l'historique de Donald Trump là, est quand même très spécial, là. Donc, il y a sûrement des gens, des républicains, et beaucoup d'Américains, Américaines aussi, qui ont peut-être pas voté pour Trump pour son profil professionnel et personnel. Donc, à quelque part, tu as raison, je te rejoins à 100% en disant que les gens veulent du changement, les gens veulent améliorer leur qualité de vie. Les gens parlaient, on pensait, je pense, à leur propre intérêt particulier, familial, ce qui est légitime. Et finalement, les gens ont voté beaucoup, je pense, par mécontentement pour le gouvernement démocrate qui finalement a laissé une très, très grande inflation entrer aux États-Unis. Et j'ai l'impression que les gens voyaient Kamala Harris comme la continuité. Donc, la continuité, on n'en voulait pas pour beaucoup d'Américains et d'Américaines. On voulait une amélioration de la situation sociale et économique. On voulait du changement. Puis la seule option, ben, c'était Donald Trump. Est-ce que ça peut se refléter du coup ici au Canada? Je sais qu'il y a des partis comme Maxime Bernier ou Pierre Poilievre, souvent qui parlent, qui ont un peu des discours qui peuvent être pas forcément similaires, mais qui parlent Populiste. énormément de ce changement-là, justement, de système. Est-ce que ça peut aider à ce que justement il y ait des choses qui se passent, bah, que ce soit dans le nord ou au Mexique, dans le sud, mais que ça peut Là, encourager plutôt ce type, ouais. on voit à travers la planète, là, à quelque part, une vague forte vers la montée de la droite, une certaine droite. Quand on parle de droite, on parle souvent de réformes majeures, on parle de mesures plus costaudes. Et c'est sûr qu'on peut pas faire autrement que faire un parallèle et se poser la question, là, est-ce que, oui, le fait que, bon, les Américains, Américaines ont voté pour un candidat comme Donald Trump, est-ce que ça pourrait avoir une incidence au Canada, par exemple, pour que l'on vote pour des gens, des politiciennes, des politiciens qui ont un peu le profil du réformateur, de la réformatrice, du changement. Puis là, reste à savoir s'ils vont réussir à le faire. Entre le dire et le réaliser, il y a tout un monde, là. Mais moi, je pense que il y a une tendance, là. J'observe là, dans plusieurs pays, puis je pense qu'au niveau international, t'es mieux placé que moi pour faire l'inventaire de ça, mais on remarque, on constate que sur l'ensemble de la planète, là, il y a une tendance à élire des chefs d'État qui sont plus costauds là, en termes d'idées, en termes de programmes, qui veulent aller plus loin, qui veulent réformer le système. Puis en bout de ligne, ben, moi, ce que j'entends beaucoup sur le terrain de différentes façons, puis ce qu'on voit à l'échelle mondiale, c'est que les gens ne croient plus au système actuel. Les gens veulent des changements majeurs
Et pour ça, ben, ça nous prend des politiciens, des politiciennes qui arrivent avec des programmes plus musclés, plus costauds. Maintenant, on verra là, dans quelques années, il y a quand même plusieurs pays qui ont fait le choix d'élire des hommes et des femmes politiques là, qui se sont engagés à réformer le système en profondeur. On verra si les résultats seront au rendez-vous, mais il semble y avoir une tendance lourde, effectivement, là, on le constate un peu partout. Merci beaucoup, Gaëtan, pour ton opinion là-dessus. Oui, puis c'est vraiment une opinion de non-spécialiste, là, je tiens à le dire. Là, je suis vraiment pas dans ma zone de confort quand on parle de politique américaine et de politique internationale. Là, je suis plus un gars de développement régional, donc c'est plus une discussion là, qu'on a eue aujourd'hui. Là, c'est intéressant de pouvoir échanger, puis en espérant que les gens, ça donne le goût aux gens qui nous écoutent là, de se questionner aussi, puis d'aller s'informer.